Et à vos côtés, Bruno Bouteille, directeur général de la société castraise Cirea, qui œuvre dans le secteur des systèmes automatisés au bénéfice notamment de l'énergie. Exactement. Donc Cirea, c'est une entreprise de 35 personnes basée à Castres, qui travaille dans la transition énergétique et plutôt dans l'efficience énergétique et dans le pilotage. Juste pour information, sur cette transition énergétique, on travaille aussi en Afrique, puisqu'on a une filiale en Afrique. Et donc, nous sommes sur une activité aujourd'hui qui est très porteuse, notamment par l'autoconsommation. Voilà, une appétence, on va dire, des entreprises pour l'innovation cette année. Est-ce que cette année a été pour vous un temps propice à cette innovation ou est-ce que la situation sanitaire, au contraire, vous a un peu gelé d'innover? Est-ce que Bruno Bouteille, vous, c'est peut-être pas vraiment le cas de votre entreprise en termes d'organisation? Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour innover malgré tout, sachant que suivant là où l'on vit, on n'est pas forcément équipé pour pouvoir travailler en équipe? Si, je crois qu'en fait, aujourd'hui, le contexte nous a amenés tous à innover, ne serait-ce que dans les organisations, le télétravail, etc. Et donc même aussi la redéfinition des postes de travail au sein de l'entreprise. Parce que bon, nous, on a une activité qui est une activité, pour certains postes qui sont possibles en télétravail, mais d'autres qui ne le sont pas, parce que les postes de production, les machines sont présentes dans l'atelier, et donc voilà. Donc il a fallu en fait innover dans tous les sens du terme. Mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux moyens de partage de l'information et de travailler de manière au fait presque aussi aisée en distanciel qu'en présentiel. Bruno Bouteille, comment est-ce que vous avez eu vent des aides de la région qui ont donc été déplafonnées exceptionnellement l'an dernier? Nous, en fait, on est une entreprise qui a des relations depuis fort longtemps déjà aussi avec la région et la région a mis en place beaucoup de communication. Donc, en fait, on a déjà eu aussi plusieurs soutiens de la part de la région, que ce soit pour l'export, parce qu'on avait bénéficié d'un pass export, notamment pour le Cambodge et le Vietnam. Mais aujourd'hui, cette année, en fait, on a investi, grâce au travers du pass rebond, sur un outil de production qui nous a permis de réinternaliser en fait une production sur laquelle on réfléchissait. Voilà, et ça nous a permis d'aller très très vite et on ne l'aurait certainement pas fait avec ce niveau d'ambition si on n'avait pas eu le pass rebond. Donc ça nous permet de consolider nos activités et en plus ça nous permet aussi de développer d'autres activités vers des tiers. Donc en fait je pense que la région pour ça elle communique énormément vers les entreprises et je pense que ce soit au travers des CCI, etc., on a quand même beaucoup d'informations à ce niveau-là, quoi. Alors, vous parlez d'internalisation, où est-ce que vous faisiez réaliser ces productions auparavant ? On avait une partie de la production qui était faite à l'étranger, une partie qui était faite localement. Mais bon, il faut quand même rappeler qu'au début de la pandémie du Covid, c'était quand même une période qui était extrêmement anxiogène. Et on avait des fournisseurs qui, en fait, avaient réorienté leur production et qui avaient considéré que les fournitures qui nous livraient n'étaient plus stratégiques et ne rentraient plus dans leur... Voilà. Et donc nous, en fait, ça nous mettait quand même en péril. Donc on avait cette réflexion de se dire comment on peut sécuriser en fait nos propres approvisionnements, nos propres productions. Et donc, au travers du pass rebond, on a pu agir très très vite et investir très très rapidement, chose qu'on n'aurait certainement pas fait sans l'accompagnement de la région. Un exemple qui revient à notre thème de la journée, qui est celui de l'économie circulaire. Bruno Bouteille, on a effleuré tout à l'heure la notion d'économie circulaire donc, qui vous porte ou qui soutient en tout cas aujourd'hui votre philosophie d'entreprendre. Vous avez suivi ou vous êtes en cours de formation au sein de Terre de EFC. EFC, ça veut dire économie de la fonctionnalité. Si vous pouviez nous en dire un mot et nous expliquer ce que ça vous apporte, peut-être même nous définir en deux mots ce qu'est pour vous l'économie de la fonctionnalité, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et de la collaboration. Et de la collaboration. Voilà. En fait, ça permet déjà, nous, à titre personnel, ça me permet en fait de revisiter aussi notre modèle économique. En fait, on n'est plus sur une vente, par exemple, de biens propres, mais plutôt d'un accompagnement, d'un service auprès de nos clients. Alors, je vais citer un exemple qui est tout simple. Je veux dire, j'ai par exemple besoin d'une voiture, je sais que 80% de mes déplacements seraient suffisants avec une voiture électrique et par moment j'aurais besoin d'un véhicule pour aller beaucoup plus loin et donc un véhicule électrique ne conviendrait pas. Bien, auparavant j'aurais acheté deux véhicules, j'aurais acheté un véhicule électrique et puis un véhicule thermique pour faire les longs déplacements. Là avec EFC, peut-être on va se poser la question différemment et on va offrir un service qui est d'offrir en fait finalement un véhicule et le jour où vous avez besoin du véhicule électrique, vous prenez un véhicule électrique et lorsque vous avez besoin d'un véhicule thermique, on vous présente un véhicule thermique. Vous voyez, donc en fait on n'est plus simplement dans une vente de biens,
mais on est plutôt dans un accompagnement en fait après derrière de l'usager et de l'amener en fait à consommer de manière durable et non plus d'être dans une logique purement marchande, quoi. Voilà. Donc à titre personnel, nous, ça nous permet de revisiter aussi, enfin de revoir nos liens avec nos clients, de voir comment ils consomment nos produits, finalement pourquoi ils les utilisent et peut-être d'offrir des services qui sont complémentaires ou de les étendre et d'avoir une relation qui est plus profonde et à plus long terme avec nos clients. Alors, c'est quelque chose, une transformation, ça se fait forcément sur le temps long. Vous aviez décidé de la faire quand? Vous avez décidé ça l'an dernier ou c'était antérieur? Non, en fait, on a toujours une réflexion sur notre modèle économique, comment on travaille, comment on peut tisser des relations durables avec nos clients. Nous, l'entreprise, elle a 26 ans, donc on a des clients qu'on a depuis X années. Et en fait, finalement, on ne prend jamais le recul nécessaire pour de se demander pourquoi en fait on a réussi à établir cette relation sur le long terme et comment on peut encore la consolider et comment on peut se servir de ce modèle-là aussi vers des nouveaux clients, quoi, et comment on peut enrichir en fait l'offre de l'entreprise, quoi. Et quand on voit cette pluralité de partenariats, on se dit, oh là là, est-ce qu'il faut créer une société finalement pour créer une société de projet ensemble, comme l'évoquait tout à l'heure aussi Catherine Ponnier. On peut se dire, oh là, pour une PME, c'est quand même une usine à gaz. Est-ce que finalement c'est aussi simple que ça à mettre en place, comme le décrit Thomas Zunido? Ouais, je crois que quand même, on est quand même aussi dans des relations humaines. Donc il y a aussi un climat de confiance qui doit s'établir au préalable. Je pense qu'effectivement, on parle de PME, donc on a des relations directes entre entrepreneurs. À un moment donné, c'est clair qu'on peut se poser la question, doit-on rester deux entités indépendantes et collaborer ensemble parce que c'est au profit de chacun? Faut-il à un moment donné monter une société commune? Je pense que c'est aussi la taille du marché qui en décide. Donc, mais voilà, je pense qu'avant toute chose, il faut se dire qu'on est sur des relations humaines et de collaboration. Et donc, on ne collabore pas avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance. Nous avons une question qui nous arrive d'un auditeur. Donc, on nous demande la façon dont ont été accompagnées les entreprises pour le lancement, dans le lancement de leur innovation de projet. Comment est-ce que concrètement vous avez été accompagné, Bruno Bouteille, lors notamment de cette réinternalisation ou relocalisation, comme on l'appelle, d'une activité industrielle? Bon, là, c'était dans le cadre en fait, du montage du dossier, etc. Mais si vous voulez, puisqu'on parle de développement de projets, la région lance aussi beaucoup d'appels à projets qui permettent en fait, d'être la première brique qui permet, en fait, la première marche qui permet d'aller vers un projet d'innovation. Par exemple, nous, à Cirea, on a développé ce qu'on appelle une station verte. C'est une ombrière photovoltaïque qui permet de faire de la recharge photovoltaïque sur les véhicules électriques et qui permet en même temps de faire de l'autoconsommation pilotée vers le bâtiment. Voilà. Donc, en fait, nous, à notre niveau à Cirea, on a répondu à un appel à projet autoconsommation de la région Innovation et on a intégré un tel équipement chez nous qui nous sert à la fois de démonstrateur et de laboratoire. Et voilà. Et en fait, la région nous a permis d'obtenir un financement de 30%. Et donc, ça nous a permis en fait, d'améliorer nos algorithmes de pilotage et donc de passer du temps dessus, chose qui aurait été difficilement possible autrement. Et donc, du coup, ça, c'est un premier levier qui est vraiment important parce que, du coup, on arrive à peaufiner, en fait, on va dire, notre équipement. Et donc, en fait, à pouvoir le déployer par la suite, quoi. Merci à tous les quatre. On se retrouve à 10h30 pour évoquer ensemble l'économie circulaire comme opportunité d'innovation